Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et je reçois aujourd'hui Raphaël Prado, qui est professeur de sciences économiques et sociales et membre du conseil d'administration d'Attac France, qui est une association altermondialiste. Mais Attac, tout le monde connaît Attac, mais c'est quoi Attac? C'est A de TTAC, c'est quoi? Donc c'est une association qui est née en 1998 et le SIG, ça veut dire Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. C'est ça. Et donc, depuis un certain nombre de mois, tous les samedis, et pas seulement les samedis, un certain nombre de choses qui se sont passées. Il y a effectivement une fraction de la population, et qui n'est pas négligeable, qui s'est levée et qui a commencé à dire que vraiment basta così pour un certain nombre de problèmes. Et puis on a constaté aussi, je le répète, parce que on dit toujours, oui, mais c'est une poignée, c'est quelques milliers, etc. Mais quand même, il faut reconnaître dans tous les sondages, et pourtant tout le monde disait ça s'essouffle, ça s'effiloche, c'est fini. Encore aujourd'hui, 50% des Français approuvent l'action des Gilets jaunes. Il n'est pas ici question de parler des Gilets jaunes spécifiquement, d'abord Raphaël Prado, mais au fond, vous avez vu les réponses, la conférence de presse de Macron, les impôts, ce qu'on a dit. Est-ce que, à votre avis, en toute objectivité, en tout cas dans ce que vous ressentez, ce que vous avez vu, est-ce qu'on va vraiment vers plus de justice fiscale avec ces impôts de tranche, etc., la baisse des impôts, les 5 milliards qu'on a proclamés? Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Est-ce que c'est vraiment, on va dans le bon sens? Ah, je crois pas. On a eu un discours assez sidérant où en fait Emmanuel Macron nous dit j'ai organisé le grand débat, je vous ai entendu, vous voulez la justice fiscale et donc je vais maintenir la même politique. Il n'y a aucune réponse à la notion de justice fiscale. D'ailleurs, lui-même, il dit pour rétablir la justice fiscale, on va pas faire plus d'impôts, on va faire moins d'impôts, on va baisser les impôts sur le revenu sur les classes moyennes. Je sais pas où est-ce qu'il a vu que quelqu'un demandait ça, mais c'est pas ça qui est en jeu. Quand on parle de justice fiscale, la question c'est il faut que tout le monde paye sa juste part d'impôts. Or, aujourd'hui, alors, c'est pas très neuf, hein, la Déclaration des droits de l'homme en 1789 donne ce principe en disant chacun doit contribuer selon ses facultés. Je rappelle d'ailleurs que cette révolution, elle est partie sur un problème fiscal, puisque les plus riches, déjà à l'époque, ne contribuaient pas à l'impôt, quoi. Aujourd'hui, on est dans une situation où les plus riches et les plus grandes entreprises échappent grandement à l'impôt par des moyens plus ou moins légaux, que ce soit par l'évasion fiscale. Ils payent des impôts quand même. Alors les plus riches payent des impôts, mais malheureusement, on le voit scandale après scandale. Très souvent, ils sont eux aussi dans les scandales d'évasion fiscale. Et puis quand on parle de justice fiscale, et si ce mouvement des Gilets jaunes il est apparu au moment de la présidence Macron, c'est pas pour rien. C'est que les gens ont bien compris que depuis que Macron est arrivé au pouvoir, il a fait des cadeaux fiscaux aux plus riches. L'ISF, c'est une mesure symbolique, mais c'est un impôt de solidarité sur la fortune. Donc c'était vraiment que les plus riches qui le payaient. Aujourd'hui, c'est transformé en IFI, on n'a pas eu 3 milliards. Et puis on en parle un peu moins, c'est la flat tax. Et c'est encore plus important. La flat tax, c'est un peu technique, mais le patrimoine, il est d'une manière très inégalitaire en France. Or, ce patrimoine donne des revenus, des dividendes, des loyers, des intérêts. Et ces revenus du patrimoine sont très inégalement répartis. Et on a transformé un impôt qui était proportionnel en un impôt progressif, un taux unique. Concrètement, ça veut dire que le capital, aujourd'hui, il est moins taxé que les autres revenus. Et donc, puisqu'il est très inégalement réparti, il ne faut pas s'étonner des conséquences que ça a eu. Il y a eu une enquête qui a été publiée qui montre que les 1% les plus riches ont été les grands gagnants des différents budgets Macron, des 2 premiers budgets Macron, de ces différentes mesures. Et les 0,1% les plus riches, encore plus, ils ont gagné 17,5% de pouvoir d'achat grâce à ces mesures Macron, alors que dans le même temps, les 9% les plus pauvres ont vu leur pouvoir d'achat diminuer. Donc c'est ça que disent les Gilets jaunes. On veut bien payer les impôts, mais à condition que tout le monde en paye. Or, vous faites des cadeaux aux plus riches et dans le même temps, vous augmentez la pression fiscale sur les plus pauvres, ou sur ceux qui ont une bagnole, sur ceux qui ne peuvent pas échapper à l'impôt. Oui, mais Raphaël Prado, on pourrait vous répondre 2 choses. D'abord, vous savez très bien que sur l'impôt sur le revenu, une moitié des Français ne le payent pas du tout. Bon, c'est-à-dire, il y a la TVA, etc., mais sur l'impôt sur le revenu, c'est ça. Est-ce que quand même, on ne peut pas dire d'un côté, puis vous parlez de l'ISF, d'accord, c'est pas l'ISF qui faisait une très grosse différence, l'évasion fiscale, je vous l'accorde, mais est-ce que c'est vraiment par là qu'il faut aller? Est-ce que c'est une histoire? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire que de se dire l'impôt? Est-ce qu'il n'y a pas sur l'État aussi d'autres économies à faire? Nous, on défend le principe de l'impôt parce que l'impôt, c'est ce qui permet de financer les services publics. Et on a bien vu dans le grand débat qu'il y avait certes l'idée d'avoir moins d'impôts qui a pu être exprimée, mais il y avait aussi l'idée qu'on veut des services publics. Et les services publics, comment voulez-vous les financer si ce n'est par l'impôt? Nous sommes bien d'accord. Donc nous, on défend l'impôt. Le problème, c'est que quand vous dites l'impôt sur le revenu, la moitié ne les paye pas, c'est très vrai. Mais l'impôt sur le revenu, c'est pas grand-chose en termes de rentrée fiscale par rapport à la CSG que tout le monde paye, par rapport à la TVA que tout le monde paye. Et si on regarde finalement le taux d'imposition global,
on regarde ce que chaque ménage paye en pourcentage de son revenu, mais on se rend compte qu'il y a une aberration. C'est qu'aujourd'hui, les 1% les plus riches, et plus on va dans les 0,1%, les 0,01%, plus on voit que le taux d'imposition est plus faible que celui des classes moyennes ou même des classes populaires. Donc on nous dit toujours les très riches, ils payent des impôts, oui, mais en réalité, en proportion de leurs revenus, si on prend tout compris, y compris la TVA, etc., ils en payent moins que les classes moyennes. Mais vous dites en proportion, c'est moins important que les autres. Ouais, mais excusez-moi, quand on voit que les Arnaud, Pinault, etc., ils peuvent sortir en une nuit 100 millions ou 200 millions pour réparer Notre-Dame, moi je dis un truc très bête, on n'attend pas la charité, on attend qu'ils payent leur juste part d'impôt. On attend qu'ils payent leurs impôts. Et vous trouvez qu'eux ne payent pas aujourd'hui leur juste part d'impôt? Malheureusement, il y a de multiples exemples qui montrent que, par exemple, dans les Paradise Papers, et Pinault et Arnaud ont été épinglés. Oui, mais alors, comment vous expliquez quand même, vous avez vu par exemple qu'il y a eu une très grande polémique, y compris les ministres sont montés au front sur la taxe sur les GAFA, les Google, Apple, Facebook, Amazon et compagnie. Eh bien, on a vu un tribunal administratif avant-hier, je crois que c'était avant-hier, rendre nul, vous savez, on avait condamné, enfin, les GAFA devaient payer 1,7 milliard d'impôts, eh bien, ça a été jugé illégal. Comment explique que la justice, en principe, est indépendante? Alors, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, moi, ça m'a complètement halluciné qu'on essaye de faire payer quand même les plus gros, gagnants du monde, et tant mieux pour eux, enfin, qui payent des impôts comme tout le monde, eh ben, ça ne va pas et la justice a tranché. Alors moi, je ne suis pas dans les petits papiers, je ne peux pas savoir comment est-ce que cette décision a été prise, mais c'est vrai que c'est assez étonnant, d'autant que cette somme de 1,15 milliard d'euros, c'est 2 ans de taxe GAFA, puisque la taxe GAFA ne va rapporter que 500 millions par an. Et donc, moi, une hypothèse, je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être que pour mieux faire passer la pilule de la taxe GAFA, on a annulé cette décision. Alors ceci dit, quand on parle de taxe GAFA, je voudrais dire qu'à TAC, on est très critique sur cette taxe. Nous, ça fait depuis des années qu'on milite notamment contre Apple qui ne paye pas ses impôts. Et on pourrait se réjouir qu'il y ait une taxation des GAFA. Sauf que quand on regarde d'un peu plus près, c'est vraiment une mini-taxe, c'est très symbolique. Et je pense d'ailleurs, on parlait des gilets jaunes et de justice fiscale, que c'est une mesure symbolique qui est destinée à montrer qu'on prend en compte cette revendication de justice fiscale, mais malheureusement, ça ne règle rien en problème. Les Google, les Apple, les Amazon, les Facebook, les Microsoft vont continuer à payer beaucoup moins d'impôts qu'une PME. C'est Bruno Le Maire lui-même qui dit il y a un problème, elle paye 14 de moins d'impôts qu'une boulangerie. Alors, il y a des choses qui peuvent être faites au niveau mondial, bien sûr, mais il y a des choses qui peuvent être faites au niveau national. Et quand on voit en France que, par exemple, pour prendre un seul exemple, on baisse systématiquement et année après année, et ce gouvernement encore plus fortement que les autres, les moyens des inspecteurs des impôts, la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, dont le boulot est de traquer l'évasion et la fraude fiscale, et on baisse les effectifs, comment voulez-vous qu'ils fassent leur travail? Donc là, on a un bel exemple. Depuis longtemps, on baisse les effectifs. Alors, ils s'en plaignent depuis longtemps, mais là, particulièrement avec les économies qui sont annoncées dans les suppressions de fonctionnaires qu'a annoncé Macron, particulièrement en ce moment, ils sont en grève régulièrement en ce moment, parce que c'est... Donc ça, on voit bien le double discours. D'un côté, on fait seulement lutter contre l'évasion fiscale, de l'autre côté, on enlève des moyens pour lutter contre l'évasion fiscale. Bon, c'est pas cohérent. Oui. Et est-ce que l'évasion fiscale, parce vous avez parlé effectivement des Paradise Papers, enfin, et tout le monde sait où ils sont, ces paradis fiscaux, etc. Mais on dit pas la France ni l'Union européenne. Moi, je peux vous couper, mais l'État français a adopté une liste des paradis fiscaux dans lesquels il y a, alors évidemment, aucun État de l'Union européenne, c'est bien connu. L'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas ne sont pas des paradis fiscaux. C'est-à-dire pour ça que les sièges sociaux des entreprises sont là-bas, c'est pas des paradis fiscaux. Mais il n'y a pas non plus dans cette liste, il n'y a pas les Panama, il n'y a pas Jersey, il n'y a pas tous les paradis fiscaux épinglés dans les différents scandales, n'apparaissent pas dans cette liste. Donc vous dites tout le monde sait où c'est, oui, mais malheureusement, pas les autorités. Je dis, tout le monde sait où c'est, mais comme par hasard, évidemment, les autorités n'ont pas envie d'en parler. Mais on revient à ça. Mais le vrai scandale, c'est quand même l'Europe des 5. Je parle d'il y a 50 ans. Il y avait le Belgique et le Luxembourg. Ce sont toujours des paradis fiscaux, on le sait, puisque des grands milliardaires ont demandé la nationalité belge. Et on sait très bien. Mais dites-moi, alors, pour Attac, vous parlez de taxe Tobin, vous avez commencé, c'était ça, les transactions financières. Mais franchement, juste un mot là-dessus. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, ou s'il n'y a pas de gouvernance mondiale, on ne peut rien faire? Pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour, justement... Je parle d'optimisation fiscale et de cette espèce d'extraordinaire évasion. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, évidemment, dans un monde idéal, il faut retrouver une solution mondiale. Et il y a des discussions actuellement à l'OCDE pour arriver à trouver une solution. Bon, on est un peu sceptique parce qu'évidemment, c'est toujours pareil. Il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui ne veuillent pas... Bon. Alors après, la question, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose au niveau français? Attac défend le principe d'une taxation unitaire des multinationales. Je vais expliquer le principe. Mais c'est développé par un économiste qui s'appelle Gabriel Zucman, qui est un économiste très sérieux, qui n'a rien d'un afro-gauchiste comme moi, et qui prétend que c'est faisable tout à fait à l'échelle d'un pays, à condition de volonté politique. C'est-à-dire, quel est le principe? Unitaire parce qu'aujourd'hui, on considère les multinationales comme autant de filiales. Toutes les filiales sont des entités juridiques séparées. Une taxation unitaire, c'est pour dire au contraire, on la considère comme une seule entreprise. On regarde au niveau mondial
quels sont les bénéfices qu'elle réalise dans chaque pays. On estime son activité, alors là on peut en débattre, ça peut être en fonction de son nombre de salariés, ça peut être en fonction des ventes, ça peut être en fonction des locaux, peu importe. On trouve des critères qui permettent de déterminer l'activité pays par pays, donc on taxe le bénéfice pays par pays. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. Les multinationales font des transferts entre elles, entre les différentes filiales, et bizarrement, les bénéfices sont déclarés là où on ne paye pas d'impôts. Et donc, on fait semblant de taxer le peu de bénéfices qui déclarent en France. Globalement, l'entreprise, où qu'elle soit. Exactement. Taxer l'entreprise en fonction de ses activités réelles dans chaque pays, et non pas là où elle veut bien déclarer leurs bénéfices. Ça, c'est sûr que vous avez provoqué des hurlements à la mort dans un certain nombre de sièges sociaux. Ben oui. Mais en fait, dites-moi, quand on dit c'est applicable, par exemple, un gouvernement français pourrait décider de dire voilà, parce que qu'est-ce qu'ils peuvent faire les multinationales? Il dit bon, écoutez, c'est comme ça, nous on s'exile, on sera plus en France, on sera ailleurs. Et résultat, on n'aura plus. Comment on peut empêcher, si vous voulez, une multinationale de dire écoutez, puisque la France, vous voulez nous taxer en France sur l'ensemble des choses, on quitte la France. Je sais pas, est-ce que les GAFA ont quitté la France depuis qu'on a mis en taxe une taxe GAFA? Alors certes, eux, ils voient bien que c'est symbolique. Mais symbolique. Oui. Je pense que, alors peut-être qu'ils réaliseront un petit peu moins de bénéfices, mais il faut pas croire qu'ils réaliseront pas de bénéfices. Hein. Donc je sais pas, prenons l'exemple d'Apple. Demain, ils vont pas quitter la France et fermer tous leurs Apple Store et arrêter de vendre des produits en France parce qu'ils paieraient un petit peu d'impôts. Alors clair. Ensuite, j'ai envie de vous répondre. Le problème dans votre propos, c'est que tout ça justifie toujours une course vers le moins-disant fiscal, vers le moins-disant social. Et donc, en fait, ça ne s'arrêtera jamais. En fait, on peut toujours arriver jusqu'à 0% d'impôt et on peut toujours arriver à un salaire à zéro, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'on a malheureusement... faut pas donner d'un extrême à l'autre aussi. Non, mais on nous dit toujours, vous coûtez moins cher que les Chinois. Mais qui est-ce qui propose qu'on ait le même salaire que les Chinois, par exemple? Ou qui est-ce qui veut qu'on ait le même taux d'imposition sur les entreprises qu'en Irlande? Non, le vrai problème, Raphaël Prado, c'est que en fait, tant qu'il n'y aura pas une gouvernance mondiale, mais ça va arriver, moi je crois pas que c'est une utopie, une gouvernance mondiale, je dis pas un gouvernement mondial, je pense que là, si vous voulez, je pense toujours à la phrase de Sugar Ray Robinson avec Carl Foreman, il dit sur un ring de boxe, tu peux fuir, mais tu peux pas te cacher. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent encore se cacher. Il faut arrêter cela. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous continuons notre conversation avec Raphaël Prado, professeur de sciences économiques et sociales et membre du conseil d'administration d'Attaque France. Et il y a eu, il n'y a pas longtemps, le 23 mars, il y a effectivement un peu plus d'un mois, il y a eu quelque chose, il y a eu un drame. On a parlé, d'ailleurs, ce n'est pas, hélas, le seul drame qu'il y a eu, mais il y a eu des drames avec les manifestations. On sait très bien que dans toutes ces manifestations, on ne va pas rappeler... les amalgames qu'on a pu faire entre Gilets jaunes, Black Bloc, casseurs, pillards et tout ça. Et puis, il y a eu quand même des violences policières et des violences assez rares et assez nouvelles. Et quand je dis nouvelles, tristement nouvelles par rapport à ce qui se passe en France. Et notamment, le 23 mars dernier, une militante d'Attaque de 73 ans, Geneviève Leguet, a été blessée à Nice. Qu'est-ce qui s'est passé, Raphaël Prado ? Donc, on était une semaine après des manifestations qui avaient pas mal dégénéré à Paris et les autorités s'étaient servi de ce prétexte pour nous annoncer que toutes les manifestations étaient interdites, en gros. Donc, à Paris, à Bordeaux, à Toulouse. Et puis, ils ont profité de ça pour interdire la manifestation à Nice. Alors qu'il n'y avait eu aucun problème à Nice, il n'y avait aucune raison d'interdire les manifestations à Nice. Ils ont donc interdit les manifestations à Nice et Geneviève, et c'est pas la seule, considère à juste titre que c'est pas parce qu'une manifestation est interdite qu'il devient illégitime de manifester. Et elle est précisément descendue dans la rue pour défendre le droit de manifester. Et puis là, il y a eu un ordre qui a été donné de charger. Et Geneviève a été bousculée par un policier. Alors, on attend d'en savoir plus, puisque la version officielle, au départ, d'ailleurs reprise par Emmanuel Macron, était de dire qu'elle n'avait pas été touchée par un policier. Bon, les images montrent le contraire, mais voilà, ça, on attend que l'enquête fasse toute la lumière dessus. Il faut pas, et donc, malheureusement, Geneviève a eu de graves blessures, et encore aujourd'hui, elle est à l'hôpital. Elle va vous raconter peut-être, elle a perdu une partie de sa vue, de son odorat, de son goût. Elle n'arrive pas à marcher, donc on est très inquiet pour son état de santé. Mais c'est surtout très symptomatique des dérives de ce pouvoir, parce que vous avez utilisé le mot de violence policière, il paraît qu'on n'a pas le droit de l'utiliser parce qu'on est dans un état de droit, mais comment appeler ça si c'est pas des violences policières qui se sont
multiplié et qui continue encore chaque semaine de manifestations contre les Gilets jaunes, et pas toujours avec la même médiatisation. C'est vrai que là, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a réussi à faire du bruit autour de cette histoire, de faire éclater la vérité. En tout cas, on en a parlé. Bien sûr, mais disons que c'est des éborgnements, il y a eu tout ça. Bien sûr, mais c'est pas toujours reconnu comme étant de violence policière. Deuxièmement, c'est très symptomatique de cette restriction du droit à manifester. Macron, on en parlait tout à l'heure, n'a apporté aucune réponse aux demandes de justice fiscale, mais par contre pense qu'en augmentant le degré de répression, il va arrêter la contestation. Et enfin, c'est très symptomatique de mensonges d'État, puisque dans cette histoire, le maire de Nice a menti, le procureur de la République a menti, et y compris le président de la République a menti, et tout ça pour dédouaner la police et dire que la police n'avait rien à voir dans les graves blessures de Geneviève Leguet, alors qu'évidemment, c'est à cause de cette charge policière que notre ami et camarade est aujourd'hui à l'hôpital. Juste un mot, on va avoir, et j'en suis ravi, Geneviève Leguet au téléphone, juste un mot, Ravel Prado, quand même, c'est que la violence aussi, il y a quand même aussi, de notre côté, il ne faut pas oublier, il y a quand même des casseurs, il y a des gens qui pillent, il y a des gens qui cassent, et manifester, c'est une chose, piller, casser, c'est autre chose. Et moi, je trouve absolument lamentable, effectivement, il y a un amalgame, mais qu'on se retrouve avec des magasins, après tout, c'est pas les GAFA, hein, les petits commerçants, etc., c'est pas la GAFA, ils se retrouvent dans l'impossibilité de travailler, de faire, ils sont obligés de licencier, c'est pas non plus la solution, ça. Ah bah nous, c'est pas ce qu'on défend, et effectivement, c'est d'autant plus problématique. Après, on parle des violences plutôt que de parler des revendications. Moi, personnellement, mon hypothèse, c'est que les violences servent avant tout le pouvoir, parce que ça permet d'éviter de parler des motifs des gens, pourquoi ils descendent dans la rue. Vous êtes contre l'usage de la violence. Ah bah nous, on utilise toujours des actions non violentes, et on pense, comme je suis en train de l'expliquer, que la violence, elle est contre-productive, parce que non seulement elle légitime la répression, mais en plus, ça permet qu'on parle des violences plutôt que de parler de pourquoi les gens sont descendus dans la rue. On parle plus de justice fiscale, on parle de Black Bloc, on parle plus de justice sociale, on parle de maintien de l'ordre, etc. Voilà, donc, Geneviève Leguet, bonjour, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour, Madame Leguet. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Comment... Après un mois passé, ça s'est un peu amélioré, mais enfin, comme le disait Raphaël, j'ai pas retrouvé mes sens, donc j'ai eu un traumatisme crânien, dont 5 fractures à la tête, et donc j'ai pas retrouvé ma vue complètement, j'ai pas retrouvé l'ouïe droite, j'ai pas du tout d'odorat, et j'ai pas le goût est à 3/10. Alors le coccyx, ça rentre dans l'ordre, il est vrillé, il restera vrillé. Mais par contre, je tiens debout, mais je peux pas marcher toute seule. Voilà, je suis en rééducation et je fais des progrès, mais ça va normalement sortir le 15 mai, mais enfin, pour l'instant, je marche pas seule. Voilà. Donc, écoutez, on espère en tout cas vraiment tout ce que votre état va s'améliorer et que vous sortirez le 15 mai, ce serait déjà aussi. Madame Leguet, qu'est-ce que vous dites à ceux, parce qu'il y a eu encore une discussion, j'étais dans une télévision, etc. Il dit oui, mais Madame Leguet, pourquoi elle était dans une zone où c'était l'interdiction de manifester ? Pourquoi d'abord elle est allée manifester, etc. Qu'est-ce que vous répondez aux gens d'abord qui vous disent oui, mais enfin vous n'étiez pas où vous devriez être ? Alors déjà, ce qu'il faut répondre, c'est que l'arrêté était pas clair. J'avais été le 22 au soir voir ce que disait la LDH, parce que j'ai confiance à la LDH. Il disait que l'arrêté était pas clair et Garibaldi était pas nommé à ce moment-là. La rue Garibaldi, oui. La place Garibaldi, la place. De plus, là où j'ai été frappé, c'était plus du tout sur Garibaldi, j'étais sur les rails du tram et je partais avec les copains et les copines, on montait au rassemblement des Gilets jaunes. Écoutez, c'était même, on peut même pas dire que c'était une manifestation. Il y avait des gens, c'était très pacifique. Il y avait des gens avec des poussettes. Franchement, j'avais un drapeau de la paix. Alors c'est vrai que je suis descendue pour défendre la liberté de manifester. D'ailleurs, j'ai eu raison puisque le lendemain, le Conseil constitutionnel a dit au gouvernement que c'était interdit d'interdire les manifestations, sauf pour les gens cagoulés. Moi, j'étais pas cagoulée. En fait, j'étais en partance. À une seconde près, ça se passait pas. J'ai vu que derrière moi, il y avait des flics grands costauds. Et j'ai eu peur 2 secondes. Puis je me suis dit, non, tu fais rien de mal, t'as un drapeau de la paix. Et puis j'étais aussi là pour défendre l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants, parce que franchement, la société qu'on nous prépare, elle ne me convient pas du tout. Alors donc, je me retourne et je me suis réveillée aux urgences. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un trou dans la tête en haut, derrière, certainement le bouclier sur le front. J'avais une grosse marque sur le front. Madame Leguet, excusez-moi. Vous dites que c'est un policier qui était face à vous et
qui vous a donné un coup de bouclier? Enfin, comment ça s'est passé exactement? Non, monsieur, je dis rien de tout ça parce que quand je me suis réveillée aux urgences, la dernière image que j'ai, c'est celle qu'on voit. Je suis debout avec le drapeau, le monsieur avec le bouclier, je l'ai même pas vu arriver. Ouais. J'avais juste vu qu'il y avait des flics derrière, et je pense que j'ai reçu un gros coup de matraque par derrière. Pour l'instant, il y a des vidéos qui le montrent, mais bon, il faut voir. Oui, il faut voir l'enquête, oui. Voilà. Oui. Moi, je vous explique comment je vois les choses. J'ai reçu un grand coup de matraque derrière et le bouclier devant, et je me suis écroulée sur moi-même. Il y a une femme gilet jaune qui est à côté de moi. Elle me voit même pas tomber. Après, ils m'ont tous vu par terre. On m'a tiré mon corps, tout ça. Mais sur 50 personnes qui étaient autour de moi, personne n'a vu tomber. Donc, je pense que je suis tombée sur moi-même, d'où le coccyx fracturé. Je comprends. Voilà. Il y a certaines images qui montrent bien que je tombe sur moi-même, mais parce que j'ai eu ce gros coup de matraque sur la tête, et je me réveille aux urgences le soir, c'était midi moins le quart, je me suis réveillée, j'étais dans un certain coma, je crachais le sang par la bouche et par le nez, par les oreilles, et je me suis réveillée à 6 heures. Bon, ce que je voudrais dire, moi, c'est pas parce que vous manifestez qu'il y a une interdiction qu'on doit vous frapper comme on m'a fait, parce que il y avait rien qui légitimait ça. Et mon dossier, il est plein de bavures policières, plein. Et Madame Leguet, juste une chose, qu'est-ce que vous dites au-delà de votre drame, dont j'espère que vous allez sortir le plus tôt possible? Qu'est-ce que vous dites de la situation actuelle? Ça vous paraît traduire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi depuis 4 mois comme ça, tous les samedis, pourquoi on en est là, pour vous? Alors, ça fait 5 mois, et justement, c'est là que je réponds à Monsieur Macron quand il dit que je devrais avoir de la sagesse et rester chez moi quelque part. Mais justement, moi, la sagesse, c'est que j'écoute le peuple, je fais partie du peuple, je suis une citoyenne prolo, et je trouve qu'un président de la République qui répond pas pendant 5 mois et qui répond que par la violence policière, c'est lui qui est pas sage, c'est pas moi. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que, mon affaire a pris des proportions nationales, voire internationales, mais quand même, sur les 2000 blessés, il y en a 300 très graves, qui ont perdu un œil, qui ont perdu des bras, qui ont perdu des mains, des jambes. Enfin, donc moi je trouve que ce président, on devrait le faire démissionner, parce que c'est pas possible qu'il règle pas la situation. Et quant à son truc de grand débat là, son intervention sur le grand débat, elle est vide. Il y a rien pour les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ce sont des gens qui disent on en a marre de survivre et de pas vivre. Avec 600 € par mois, 800 € par mois, les gens ne peuvent pas vivre. Et ça, il l'entend pas. Il n'est pas de notre classe sociale. Mais bon, après, lui, c'est le président qui met la cerise sur le gâteau de tout ce qui se passe depuis 84, depuis qu'il y a le capitalisme financier, où au cœur des politiques, c'est la finance, c'est l'argent et plus le peuple, pas l'humanité. Merci beaucoup, merci Geneviève Leguet, merci de votre témoignage. Voilà, avec plaisir, et puis j'espère quand même que ça va s'arrêter et qu'on va gagner quelque chose. Mais on l'espère tous, on l'espère tous. Raphaël Prado, au fond, au-delà de ça, l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que ça va continuer, que les manifestations ne s'arrêteront pas, quel que soit ce qu'on peut dire sur le nombre, etc., mais qu'on a l'impression, mais comment sortir quand même? C'est assez rare, parce que même mai 68, ça a duré 2 mois, enfin, il y avait mai-juin 68. C'est la première fois depuis très 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 longtemps, et c'est pas une guerre civile, heureusement, c'est pas une insurrection, c'est même pas une révolution. Mais qu'est-ce qui fait que ce mouvement qui dure maintenant depuis 5 mois, bientôt 6, peut s'arrêter? Et comment? Pour moi, la seule chose qui fera qu'il s'arrête, c'est quand il y aura une réponse aux revendications qui sont faites. Finalement, il n'y a pas eu de réponse. Non, mais c'est bien pour ça qu'il ne va pas s'arrêter. Mais je pense que le pouvoir se trompe en pensant qu'il va comme ça. Bon, ils nous ont fait. Alors, c'est vrai qu'ils ont fait un magnifique coup politique avec le grand débat. Ils ont réussi à gagner du temps et à s'offrir une campagne électorale aux frais du contribuable. C'est vrai que c'était bien joué d'un point de vue politicien, j'ai envie de dire. Mais le problème, c'est qu'après, il fallait en sortir. Et en plus, on nous avait dit, ça va être fracassant comme annonce. Et finalement, on voit qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune réponse aux demandes de justice fiscale, de justice sociale. Donc évidemment que le mouvement ne va pas s'arrêter. Moi, je n'ai pas de baguette magique pour arrêter ce mouvement et je pense qu'il faut qu'il continue. Mais si vous me dites qu'est-ce qui peut l'arrêter, la seule chose qui peut l'arrêter, c'est un changement de politique. Quand Emmanuel Macron vous dit « je vous ai bien entendu », mais en fait, vous voulez la justice fiscale, mais j'ai bien réfléchi, ce que je fais depuis 2 ans, c'est juste. Il a utilisé le mot lui-même « juste ».
Alors que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les grands gagnants de sa politique, ce sont les plus riches. Tout le monde a bien compris que c'était pas juste. Et lui, il nous prend pour des imbéciles en disant, bon, en fait, j'ai bien compris, ce que vous voulez, c'est ça, mais en fait, vu que je suis plus intelligent que vous, je vais vous proposer ça, et en fait, ça répond à vos problèmes. Non. En fait, je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Exactement. Quoi. Exactement. Donc après, malheureusement, je sais pas combien de temps ce gouvernement va rester autiste, et je sais pas jusqu'à quel degré de répression il va continuer à augmenter le degré de répression. Moi, je tiens à dire quand même que, je suis moins âgé que Geneviève, mais ça fait quand même une vingtaine d'années que je manifeste. Il y a 10 ans, on se posait pas la question en partir en manifestation, est-ce que je vais rentrer ce soir? Et quand on partait avec du sérum phy, on savait qu'on n'allait pas se faire arrêter, on pouvait prendre des gaz lacrymogènes, on se protégeait avec du sérum physiologique. Aujourd'hui, vous partez en garde à vue parce que vous avez du sérum physiologique. Enfin, on est en train de marcher totalement sur la tête. Il y a combien de gilets jaunes qui se font interpeller à chaque manifestation? Combien font combien de peines, des peines de prison en comparution immédiate? Et pendant ce temps-là, qui est-ce qui a vu Monsieur Benalla ou un policier se faire réellement inquiéter et devoir rendre des comptes devant la justice? Il y a 100 plaintes à l'IGPN. Ah oui, et après ce que dit Maître Halimi, l'avocat de Geneviève, c'est que l'IGPN enquête, mais après, derrière, il n'y a pas de suite pour le moment. Écoute, en tout cas, à suivre, et merci Raphaël Prado. Merci à vous. Et nous allons suivre tout ça, évidemment, à Sud Radio et dans Berkov dans tous ses états.